Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde consacrée à un sujet encore méconnu, mais qui pourrait transformer en profondeur la manière dont les entreprises conçoivent, chiffrent et produisent, le métier de designer computationnel. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre ce que ce profil apporte réellement aux entreprises, qu'il s'agit d'un fabricant sur commande, d'un bureau d'études industrielles, d'une entreprise du bâtiment ou de tout secteur confronté à la complexité, aux variations ou à la répétition de tâches. Pour parler, ce soir, j'ai la chance d'avoir autour de la table deux designers computationnels issus d'un univers différent et un industriel utilisateur potentiel de ces approches qui va challenger tout ça avec ses contraintes du terrain. Avant de rentrer dans le sujet, je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table. Bonsoir Olivier, ravi de t'avoir ce soir. Bonsoir à tous. Donc ce que je propose, c'est que comme tout a commencé avec toi, je te laisse te présenter. Alors, je suis donc Olivier Giboulot, je suis un spécimen de designer computationnel. Je viens plutôt de la 3D et l'enseignement depuis maintenant presque 25 ans, ou plus de 25 ans. Je suis plutôt donc, le type de designer computationnel qui navigue dans l'industrie, très près des bureaux d'études, et j'essaie de créer des petites usines qui font gagner du temps. Ma spécialité, s'il y en a, mais je n'aime pas en avoir, c'est les grands toboggans en inox. Voilà, depuis à peu près 2-3 ans. Merci Olivier. Je vais proposer de passer la main à Ilona. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, c'est Ilona Pinto de Arrojo. Je suis architecte et ingénieure de formation et la fondatrice de Datamorphose. Donc c'est un bureau d'études qui est spécialisé en computational design dans le milieu assez large de l'architecture et de l'urbanisme durable, le milieu AEC comme on peut aussi l'appeler. Et ça fait à peu près 4 ans que j'ai ce bureau d'études-là et j'ai hâte de vous en dire plus. Bon, génial. On va terminer ce tour de table avec toi, Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, Laporte Sébastien. Je suis actuellement en fait chef d'atelier et aussi je fais le bureau d'études pour une entreprise de CIM qui fabrique des casiers vestiaires métalliques pour tout type d'entreprise médicale ou secteur public. Avant, j'ai fait beaucoup de maintenance, de développement sur certaines machines. Et là, voilà, on fait conception et fabrication de casiers. Eh bien, merci Voilà. pour cette présentation. Alors, pour commencer, je vous propose de peut-être poser un peu le décor. C'est quoi exactement un designer computationnel et sur quoi il intervient? Alors moi, je vais répondre pour ma partie, en tout cas pour la façon que j'ai d'intervenir. Pour moi, le designer computationnel, appliqué à l'industrie ou à une industrie, c'est une sorte de designer paramétrique, c'est-à-dire plutôt que de dessiner des objets, on va dessiner des définitions d'objets, c'est le mot qu'on emploie, des définitions d'objets pour en créer plusieurs. On essaie d'accélérer tout ça, mais on n'a pas que ça comme outil. On essaie d'appliquer le monde du développement informatique, le monde de la programmation, à celui du dessin d'objets, dessin industriel, pour optimiser des gammes et aller plus vite, en tout cas dans des étapes de production industrielle. Ilona? Pour moi, c'est ça. J'enchaîne. Ouais, 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 Bah, je vais vas-y. reprendre un petit peu tes mots. C'est pour moi un designer computationnel, il dessine pas forcément une solution, il dessine il crée le système qui trouve la meilleure solution. C'est un concepteur qui va utiliser la logique, des règles de conception, une stratégie et aussi des données pour modéliser des systèmes de conception plutôt que de dessiner ou de modéliser un objet fini. C'est pas juste la forme, c'est une génération de toutes les options possibles. On appelle ça aussi l'optioneering, en fonction de règles, de contraintes et d'objectifs qui sont mesurables. Voilà. D'accord. Alors, du coup, si par exemple on se concentre sur un bureau d'études, admettons on a un bureau d'études classique, qu'est-ce que le design computationnel permet de faire aujourd'hui plus que hier? Je... Euh, oui, vas-y si tu veux, Ilona, pour commencer.
Non, non. Alors, je pense on peut se baser sur 3 règles qui sont assez vraies dans pas mal de domaines. Limiter les risques et les surcoûts. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'on fait remonter vers les phases les plus amont de la conception les objectifs d'un projet et on les utilise comme vecteurs de conception. Donc, on s'en sert pour créer ce système qui va générer des solutions, des scénarios. De cette façon, tous les projets, toutes les variantes qui vont être générées vont être en adéquation avec les contraintes du projet. Donc, par exemple, si je prends le sujet du PLU, comme on trouve souvent cette contrainte dans le milieu de l'architecture, mais on sait que tous les scénarios du projet qui vont le générer vont avoir un seul niveau de parking souterrain et dans ce cas, je vais éviter les surcoûts liés à un cuvelage parce que j'ai utilisé cette contrainte comme condition sine qua non du projet. Oui, c'est un peu ça. D'une autre façon, on s'autorise à aborder tout le système de production de manière très très décomplexée, à se reposer des questions, à mettre les contraintes au milieu de la conception de l'objet qu'on est en train de reproduire et de produire. Et on est une forme d'accélération de temps énorme, tout simplement parce que au moins dans la définition du paramétrique, on n'a plus un fichier ou même un groupe de fichiers qui définit un seul objet d'une gamme, mais on a un générateur de toutes les possibilités d'une gamme. Donc, avec cette possibilité, on a aussi l'occasion de regarder en quoi consiste la gamme, plutôt que de se baser sur un historique qui des fois est inexistant, faute du temps pour le produire. On a l'occasion d'observer une population entière d'objets, D'accord. puisqu'on peut les produire presque à la volée. Donc si je comprends bien, on vient modéliser des règles plutôt que de dessiner des objets, c'est ça? C'est vraiment ça. C'est ça. On a parlé de limiter les risques, mais c'est aussi, il y a aussi le sujet du gain de temps qui est important, puisqu'on va automatiser les étapes qu'on répète à chaque fois. Alors, on peut pas tout automatiser dans un projet, hein, si je prends un projet architectural, mais il y a beaucoup de choses, notamment dans les phases d'études de faisabilité, qu'on peut automatiser. Donc, on va gagner du temps sur un peu toutes les étapes de conception en faisant cette automatisation-là. Par exemple, sur un projet de collège, l'architecte va partager son intention pour avoir une façade qui est non uniforme et qui est basée sur un certain concept architectural. Donc, on va pouvoir générer plusieurs configurations qui garantissent, disons, un niveau de lumière naturelle par rapport à certaines certifications dans toutes les salles de classe et produire ces variations que l'architecte devrait faire manuellement. Donc, ça, on peut aussi l'automatiser. Intéressant. J'aurais aimé avoir l'avis justement d'un industriel donc qui fabrique des armoires métalliques par rapport à à ce sujet-là. Euh, ce que vous faites, c'est un petit logiciel vous fabriquez un petit logiciel qui va venir mettre enfin, faire la relation entre d'autres ou c'est, Oui, enfin, oui, ce notamment oui. qu'on, Oui, oui, ça peut être ça. parce que moi, en fait, je travaille avec SolidWorks. Je fais des casiers, il y a plus ou moins de portes. Actuellement, je n'ai pas par exemple, de casier, avec 5 portes. Donc, du coup, j'ai un fichier avec les configurations de portes et, euh, et donc avec toutes les options qu'il y a à l'intérieur. Et donc, en fait, ce genre de fichier de logiciel va générer toutes les gammes possibles en fonction d'un listing de paramètres. C'est exactement ça. Alors, je vais prendre un exemple justement, puisqu'on parle de SolidWorks. Je parlais d'un exemple que j'ai traversé au moins, ou sur lequel j'ai apporté des solutions. Un générateur, enfin un fichier d'escalier sur SolidWorks, un escalier en métallerie, par exemple, ou une verrière, ou justement un toboggan. Je vais résumer les choses et je les exagère, mais sans je veux dire pour presque donner raison à SolidWorks, hein, alors que vous allez voir Ah que oui, c'est déjà clair. Un escalier, c'est mettons un fichier qui va faire, je résume, entre 50 et 100 mégas, mais on va dire 100 mégas, si on me permet d'ailleurs de le faire. Et il y a plusieurs fichiers pour le faire, peut-être une vingtaine, une trentaine. Moi, le fichier que je vais faire, il y en a un, et vraiment, si je me débrouille mal, il fera 1 méga. Donc, il y a déjà un rapport de 100 dans la taille du fichier. Mais mon fichier génère
peut-être 5 000, 10 000 possibilités donc, de casiers, d'escaliers, de piscines, de toboggans ou autres. Et le gain, là, n'est plus calculable, puisque si j'en fais 5 000, le rapport de poids et le rapport simplement de poids, c'est aussi le rapport de temps qu'on va passer à le faire. Demain, si on a défini que la contrainte, c'était de mettre 5 colonnes dans ces casiers et qu'on garde ces contraintes et qu'on les répète, ben demain, je peux commencer à faire ça. Et peut-être demain, quand j'aurai créé une gamme qui en contient 6, si c'est souhaitable pour tous les clients et si c'est souhaitable pour la production. Mais se poser la question de savoir si c'est souhaitable de le faire à 5, 6 casiers et autres, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas imaginé. Là, on va pouvoir générer des populations et observer des casiers qu'on n'a jamais produits, savoir si c'est intéressant de les faire, savoir si ça devient plus coûteux de le faire, notamment en mettant plein d'indicateurs, et voir aussi que c'est toujours le même fichier qui n'a toujours que le même poids, qui est capable de tous les générer juste parce qu'on a changé un paramètre. C'est juste ça. Mais repenser la gamme, repenser ses possibilités de production en intégrant des paramètres nouveaux et en observant les anciens. D'accord. Mais en fait, pour rentrer toutes ces valeurs-là, c'est quoi? C'est une surcouche par rapport à un SolidWorks qui va Non, on peut tout remplacer en fait. Ça peut être une surcouche, ça peut être en lien. Souvent, d'ailleurs, on travaille à côté, on double le travail et on donne des éléments qui soit sont en importation de SolidWorks, soit en export, soit on parle directement à la machine. Il y a des fois, la seule chose, le gain principal qu'on peut avoir en industrie, c'est en fait faire la chasse de tous les microclics. On fait quoi au bureau, dans un bureau d'études? On ouvre un fichier, on l'édite un petit peu, on l'enregistre, on ferme. Ah, mais ce microclic, il prend un temps fou. Si je peux tout faire à le fait. lien entre tous les logiciels pour le faire, voire les enlever, sauter au-dessus, enlever tout ce qui est contrôle humain, qui est fatigant, qui est pénible et qui en fait pollue finalement le bureau d'études puisqu'il le fatigue sans valeur ajoutée, alors qu'on a des profils d'ingénieurs qui sont intelligents. Si on les enlève, on peut les mettre à profit pour l'amélioration continue et imaginer par exemple une nouvelle gamme, imaginer le casier qu'on n'a jamais pensé, peut-être qui répond d'ailleurs à une demande client qu'on n'avait pas vue. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Du coup, quand on peut générer des centaines, voire des milliers de variantes, hein, c'est ce que j'entends, qu'est-ce que ça change dans la prise de décision? Ilona, ça c'est bien, ça, c'est son sujet. Ouais, je peux répondre. Alors juste une petite nuance quand même, parce que le but, c'est pas d'en montrer 5000 variantes différentes aux clients, Ouais. mais d'en présenter, disons, entre 5 et 10 qui sont optimisées. Donc pour moi, la conception algorithmique, ça fait émerger un nouveau type de décision qui est la décision par compromis. Je vais m'expliquer. L'idée, c'est un peu de se dire, on arrête de choisir au feeling et on commence à faire des arbitrages intelligents. Je prends toujours l'exemple du milieu du bâtiment, hein. On va pouvoir arbitrer entre densité bâtie et coût, performance et confort de l'usager, surchauffe estival lumière naturelle, etc., etc. Et c'est un peu l'idée de transformer le qualitatif en quantitatif pour pouvoir comparer, trier, sélectionner les solutions de façon intelligente. Donc, par exemple, au lieu de se dire cette variante de bâtiment, elle répond à tel certif et en plus elle est dans le budget, je vais pouvoir transformer ça en celle-ci, elle offre 22% de lumière naturelle en plus pour un coût équivalent et en plus elle a une densité supérieure. Donc, on va chercher comme ça à faire de l'optimisation. Et c'est pas juste de la génération de variantes pour avoir du choix finalement, mais c'est pour chercher, on va dire, un panel de solutions qui sont les plus optimisées. Donc, c'est vraiment permettre d'avoir des décisions qui sont objectivées. On ne vend plus une intuition, on vend un résultat qui est mesurable. C'est ça, je refais le lien. S'il faut 3 jours, une semaine ou même un mois pour créer un fichier, alors, pour un casier peut-être pas, pour les toboggans en tout cas que je côtoie, oui, il faut au moins tout ça. Mais si je peux le faire en 15 secondes ou en 10 secondes, j'ai le temps, pendant 1 heure ou deux, de créer une grande population de toboggans que je n'aurai jamais le temps de dessiner, j'aurai même jamais le temps de les commercialiser. Mais je peux les regarder et je peux imaginer que de base, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'un toboggan 2 fois plus grand ou qu'une piscine ou qu'un objet 2 fois plus grand, j'ai imaginé qu'il était peut-être 2 fois plus cher à produire. En fait, c'est peut-être pas vrai. Si je mets ces indicateurs de chiffrage dans le fait de générer cette grande population de produits, casiers, toujours pareil, escaliers et autres, je peux regarder ces indicateurs et voir, constater par exemple les intuitions que j'avais, et puis ensuite en découvrir d'autres. Tiens, moi j'avais fait une population de 5000 piscines.
C'est très simple, on a les indicateurs et les coûts de production qui sortent. Donc, on a 5000 piscines et puis d'un seul coup, on se dit, tiens, il y a des piscines qui valent beaucoup plus cher. Il y a un bon qu'on n'avait pas imaginé. Il y a un bon, tiens, dans des choses qui ne peuvent pas être calculées de manière linéaire. À quoi c'est dû? Donc, on observe, on trouve que c'est une raison de calpinage qui est assez difficile, assez obscure à imaginer tout seul et qu'on ne peut pas mettre dans une réflexion ou dans une intuition simplement, puisqu'on n'a pas l'historique pour pouvoir en juger. Et donc, on a ce petit détecteur, et là, ça devient intéressant de se dire, ah, qu'est-ce qu'on fait avec cette piscine qui est un tout petit peu plus grande? Ça se joue à 10 cm. En fait, soit on la garde au catalogue, soit on ne la fait pas parce qu'elle nous coûte beaucoup plus cher à faire. Et comment on va la traiter? Est-ce qu'on resserre notre gamme à quelque chose qui est plus facile à produire, plus simple et puis moins coûteux? Ou est-ce qu'elle devient un produit qui est particulièrement sur mesure? Et pour cette raison-là, parce qu'on a détecté justement qu'elle avait ce coût en particulier. Mais cet indicateur de coût de production, c'en est un parmi d'autres. Et Ilona en donne d'autres. On peut en avoir plein. On met ceux de notre Qui client sont à nous, pertinents, oui. ceux qui sont pertinents à nous. Il y a des fois des questions, moi je dis toujours, je suis toujours en train de reposer de nouvelles questions pour avoir une meilleure réponse dans la définition de mon objet. Mais tu l'avais évoqué aussi dans le fait de pouvoir générer autant de variantes. Il y a cette possibilité d'avoir on peut appeler ça comme des découvertes inattendues, Oui. des formes ou des projets qu'on n'aurait pas pu imaginer forcément à la main, et qui découlent de cette stratégie de conception avec des règles et de la prise en compte de contraintes. Et il y en a, enfin, parmi ces variantes, il y en aura peut-être une qui sera meilleure que celle qu'on aurait dessinée à la main. Et je parle de ça parce que je voulais aussi évoquer les différents types de conception algorithmique. On parle beaucoup de modèles paramétriques, donc des modèles où on fait varier les paramètres d'entrée et qui génèrent des formes différentes. Mais il y a aussi d'autres types de processus algorithmiques, par exemple la conception procédurale, où là, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler l'objet final ou le projet, mais on définit juste les règles. Et par itération successive, on a quelque chose qui va se construire. Donc, non seulement on a des variantes qui sont peut-être plus intéressantes et plus optimisées, mais on a des choses que l'esprit humain n'aurait pas pu imaginer. Bon, c'est intéressant tout ça. Par contre, moi j'entends beaucoup de bienfaits, mais la question que je me pose, c'est pourquoi en 2025 on continue finalement à redessiner ce qui a déjà été dessiné? Parce que c'est Sébastien? rassurant. Sébastien? Alors moi, moi, je vais poser une question, mais finalement, qui est presque un accompagnement nécessaire. Et quand on en parle entre designers computationnels, on a cette obligation d'accompagner le bureau d'études. Moi, je dirais, j'ai peut-être une réponse un peu inattendue, mais pourquoi en fait on refait comme ça? Mais parce que c'est rassurant de se lever et de se dire on va redessiner quelque chose qu'on a fait hier. Euh, je, je- Pourquoi? Parce que ça oblige à repenser une gamme et des fois parce que de toute façon, c'est un investissement lourd, c'est une prise de risque. C'est une vraie prise de risque pour le patron, pour le bureau d'études, de se dire cette personne-là va créer une solution. On ne le fait pas magiquement, on ne le fait pas en 3 jours, on le fait en plusieurs mois. Mais cette solution-là sera peut-être capable de faire tout ça. Des fois, c'est 3 semaines, un mois. Moi, j'y vais par petites itérations. Je commence par des questions évidentes qui vraiment ont un gain de temps énorme. Mais il faut cette prise de risque. Est-ce qu'en 3 mois, je suis capable de faire ce qui prenait quelques jours, mais qui d'un seul coup va s'annuler complètement? Est-ce que j'en suis capable? Généralement, oui. Mais je veux commencer par des petits éléments pour le démontrer, mais sinon, il y a une vraie prise de risque. Et des fois, on n'a pas le temps de prendre ce risque-là. Alors, on finit par se résoudre à refaire l'existant, mais il y a peut-être un choix d'investissement à faire. C'est de la vraie R&D. J'entends quelque chose d'intéressant. Tu disais c'est rassurant de faire un geste de manière répétitive. On parle vraiment de peur, de conduite du changement. C'est ça aussi les thèmes C'est vraiment d'accompagnement d'un ça. designer computationnel? Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai c'est quelque chose qu'on a partagé avec d'autres designers computationnels qui peuvent intervenir dans d'autres BE, types de BE. Alors, par exemple, c'est plutôt le bois pour eux, mais le point commun, c'était d'accompagner systématiquement. Euh, Presque comme la conduite du changement de ce qu'on voit, par exemple, dans le Lean, on sait très bien qu'il y a aussi une barrière psychologique à se dire, demain matin, cet objet-là que je refaisais tous les jours, je ne vais pas le faire. Mais il va falloir dire que je vais faire quoi maintenant demain? Demain, on va justement imaginer une nouvelle gamme, imaginer de nouvelles questions, imaginer de nouveaux indicateurs pour produire
pour produire encore mieux. Et puis carrément, bah, essayer de penser à un nouveau projet, à un nouveau produit, pourquoi pas. Avoir ce temps-là, dégager ce temps-là pour vraiment faire de la R&D, chose que on n'a pas finalement plus le temps de faire si bah, on est sur une livraison sur commande avec tout ce que ça implique. Alors, de charge mentale, mais aussi d'erreurs et autres. C'est prendre le temps de se libérer un petit peu pour se libérer beaucoup derrière. Et c'est Et une prise de risque, ça je l'entends. donc ça veut dire, ce que j'entends, c'est potentiellement bouger les méthodologies depuis longtemps établies dans une entreprise. Oui, Ça veut dire bah, revoir éventuellement les processus de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire? c'est forcément ça. C'est forcément ça. Il y a des principes d'inversion. Il faut dans les processus aider. Puis il y a tout simplement des questions. Alors, Moi, j'arrive toujours de manière décomplexée. oui, Je oui, ne connais alors pas c'est forcément le intéressant. produit. J'ai entendu des processus d'inversion. C'est quoi en fait ce processus d'inversion? Je, je crains de donner des exemples un peu trop techniques et sans finalité, en tout cas pour Non, le mais faire. peut-être Mais Ilona, faire une transposition avec dans ton Oui, équipe. oui. Mais en fait, je pense que, je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais dans beaucoup de bureaux d'études, on refait beaucoup de choses parce que l'organisation, elle est centrée sur le livrable. Donc, dans le milieu du bâtiment, sur le plan, la coupe, l'étude, les évaluations. Et elle n'est pas centrée sur la logique métier qui permet de les produire. Et c'est vrai que on a un peu du mal à repenser tout ça parce que ça implique de devoir, enfin, de devoir un peu tout chambouler. Enfin, en tout cas, dans le milieu de la maîtrise d'œuvre, on a un processus qui est assez traditionnellement utilisé, c'est qu'on a l'architecte qui dessine son projet, imagine son concept architectural et souvent il fait un modèle 3D. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer son modèle 3D aux différents bureaux d'études qui vont l'évaluer. Les bureaux d'études vont dire ah bah tiens, ça passe pas sur tel sujet, il va falloir modifier la largeur des baies vitrées, etc., etc. Il y a cette itération, l'architecte reprend son projet, redessine, et ça, c'est le cas à chaque phase. Donc, il y a énormément de pertes de temps parce qu'il y a toutes ces itérations qui sont manuelles, parce que l'ingénierie ne remonte pas assez tôt dans le projet. Ses contraintes et ses objectifs, ses réglementations, ses certifications doivent être aussi, au même titre que le concept architectural, doivent être intégrés dans la logique de conception. Et donc, avec la conception algorithmique, on remet tout ça un petit peu en cause parce qu'on va se servir de ces objectifs. On n'est plus dans le correctif, donc l'évaluation et dire ah bah tiens ça va pas, on change. On l'utilise comme vecteur de conception. Donc oui, ça chamboule beaucoup le processus. Je pense que en France, on est encore un petit peu en retard sur ces sujets comparé à des pays un peu plus scandinaves ou alors les Pays-Bas où ouais. je pense qu'ils ont compris un petit peu plus cette logique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas, c'est pas quelque chose de catégoriquement mort. Hein. On est en train de faire, bah, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, hein, on fait de la pédagogie pour essayer de parler de tout ça et si possible, renverser ces méthodes. Ouais, c'est intéressant, ça veut dire qu'on pense. Alors, je voudrais rebondir sur un sujet que tu m'avais raconté, Sébastien. C'est penser l'intégration de l'armoire avant de penser l'armoire, quelque part. Tu as peut-être une anecdote sur le sujet que tu pourrais nous Non, raconter. mais je voulais rebondir un peu là-dessus parce que moi j'essaie, là où je suis, de faire évoluer un petit peu en paramétrique, essayer de faire, bah, sous SolidWorks, essayer de faire déjà des choses qui sont fixes et pour m'améliorer là-dessus. Mais, je reviens sur le fait des allers-retours. C'est que, dans mon cas, j'ai pas énormément de format de tôle, donc du coup, je suis obligé de faire avec et ça, je le vois à la fin. Donc je vois à la fin que ça rentre pas dans la tôle, donc du coup, je recommence, je repars dans l'autre sens. Donc c'est un peu le cas C'est du de correctif, l'architecte, ouais. Mm. Ouais, voilà, c'est du ça. correctif. Et c'est vrai que ce genre de choses-là, hem, dans mon cas, pas trop gênant parce que, on commence, c'est dans la tête qu'on se le fait, mais s'il y a plusieurs intervenants, dans notre sujet, effectivement, là, ça peut gêner. On avait parlé avec Mathieu, mais ne serait-ce que les bornes incendie ou les extincteurs qui doivent être à certains endroits, ça, c'est un truc qu'on est censé voir avant. Si c'est déjà paramétré, heu, voilà, on se pose même plus la question. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est des choses que
qui font des allers-retours. Euh, En fait, Moi, sur les casiers, on n'a pas beaucoup de contraintes Mm. au niveau environ ou règles, mais les quelques règles qu'on a, des fois, voilà, nous font faire des allers-retours. Et en fait, C'est typiquement ce qu'un designer computationnel ferait. Il intégrerait les dimensions de tôle en amont de la génération, du script qui lui permet de générer les armoires ou les et, casiers. et même si c'est pas en amont, même si c'est en aval, en fait, il y a un rapport à l'immédiateté du résultat. C'est-à-dire que même si mes paramètres ne concernent pas le résultat de savoir le calpinage des formes dans la tôle, le fait d'en avoir un retour quasiment immédiat, en tout cas en quelques secondes, va finir par me donner un résultat qui, de toute façon, va me demander 2 tôles ou 3. Donc, je vais changer directement, mais c'est ce rapport à l'immédiateté du résultat qui fait que, puisque de toute façon, j'ai défini certains paramètres et que, en quelques secondes, même, en fait, c'est des microsecondes, nous, on pense en microsecondes, si automatiquement et immédiatement, je vois que ça prend 2 tôles, alors, je peux utiliser les algorithmes de recherche, donc les paysages adaptatifs qui permettent de trouver toutes les solutions qui ne prennent qu'une tôle, déjà tester le meilleur calpinage, mais éventuellement aussi simplement changer une petite valeur pour voir si ça rentre. Dans ce rapport-là, en fait, on observe une sorte d'historique immédiatement. Je n'ai pas à refaire 1000 fois ou à refaire longuement ce truc-là. Et puis, on utilise des outils qui sont beaucoup plus faciles à utiliser que le paramétrique de SolidWorks. On a quelque chose qui un peu paraît aussi très, très simple. Il y a aussi le fait de modéliser un objet assez complexe dans SolidWorks, mais on en sort quoi? C'est des fichiers de calpinage ou de pliage pour une machine. À quoi ça sert d'avoir un objet si gros en 3D pour en sortir que des fichiers des XF 2D ou des PDF de plan? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le rapport de poids d'objets si gros pour finir par faire que ça. Le rapport ne vaut pas ne vaut pas en fait finalement ce qu'on en sort. On finit toujours par en Oui, sortir des DXF ou des PDF. oui, non, mais ça, c'est après, on connaît pas tous les éléments, on n'a pas, quand on est voilà, moi, je sais faire du dessin. Au niveau informatique, je suis pas un pro pour fabriquer des logiciels ou des choses comme ça. Fabriquer des automatismes, j'en fais quelques-uns, mais voilà, c'est pas non plus, je suis c'est pas mon «boulot» entre guillemets et j'ai pas appris ça. Donc c'est vrai on fait avec ce qu'on a, on fait déjà pas mal de choses avec SolidWorks et c'est vrai que votre aide, dans ce que je fais moi, effectivement, c'est intéressant. C'est aussi pour ça que je suis là. On en a parlé avec Mathieu, mais heu et donc voilà, c'est des solutions qui sont intéressantes et une approche vraiment différente de ce qu'on voit, habituellement Mais ouais, j'allais dire, parce que sur le sujet logiciel, j'ai un petit, un petit peu un avis différent parce qu'on compare souvent ce qu'on fait à des logiciels. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'un logiciel, c'est quelque chose qui est, on va dire, fixe. Et je pense que nous, notre valeur ajoutée, enfin, en tant que computational designer, elle est dans la conception de solutions sur mesure. On est ultra résilient parce qu'on s'adapte à des cahiers des charges particuliers, comparé à des logiciels qui font du générique, donc qui doivent un peu marcher à tous les coups, mais dès que ça sort un peu des volontés de notre cahier des charges, finalement, on n'arrive pas à en tirer quelque chose. Donc, ce métier-là de computational designer, c'est vraiment pour faire des solutions ultra ciblées qui répondent à un cas métier réel et pas générique. Et très C'est- humble. Et très humble, parce qu'on ne va pas y arriver. Non, mais c'est ce que je dis toujours. J'ai une approche assez humble. Alors déjà, peut-être parce que le bureau d'études me prend de haut. Donc je dis, je ne vais pas tout révolutionner d'un coup, dans tous les cas. ah Je ne vais non, pas y arriver et je ne veux pas. Parce que la solution type SolidWorks ou type gros logiciel qui coûte, alors en fonction des éléments, mais 5 000 euros jusqu'à 10 000 euros, avec 30 000 euros sur des fois des éléments, par exemple, qui permettent de faire du vrai paramétrique ou d'autres choses. Je ne vais pas remplacer ça en quelques mois. Et je vais commencer par les micro-clics, les micro-éléments qui prennent vraiment, vraiment beaucoup de temps pour rien et faire vraiment des petites interfaces. Vraiment par itération, donc là on est vraiment dans une logique de développement logiciel. Par itération, on va modifier tous ces petits éléments
et se concentrer sur ce qu'il y a à apporter comme petite solution. Donc, Petite solution très sur mesure, très appliquée, limite jusqu'à la machine. Vous avez quoi comme type de machine? Vous lui parlez comment? Et à la fin, moi, ce que je livrais, par exemple, sur un bureau d'études, c'était des machines qui avaient directement les quantités de matière, quantité de pièces, qui parlent directement à la machine. Et on est passé de Avec un le code contrôle G et manuel. compagnie? Pardon? Avec un Le code G? G-code. Oui, alors on peut aller jusque-là. On pourrait aller jusque-là. Ça me fait pas peur, en tout cas. donc ça veut D'accord. dire qu'on parle bien d'innovation frugale. C'est ça le concept que tu défends? Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Des petits éléments progressivement qui enlèvent tout ce qui est, alors déjà très fatigant pour le bureau d'études, qui est une forme de charge mentale qui est assez énorme et qui n'a pas de valeur ajoutée. Si en fait, on passe sa semaine, alors en fait, il faut juste passer derrière les écrans du bureau d'études et regarder sur une semaine, quelques jours en tout cas, ce qu'ils font. Est-ce qu'ils dessinent réellement? Qu'est-ce qu'ils envoient? Qu'est-ce qui sort de ces machines-là et qu'est-ce qu'ils font? En fait, des fois, il y a aussi des rassemblements de nomenclatures. On rassemble des nomenclatures pour les envoyer à la machine et on passe un temps fou, très très chronophage et très fatigant, sans aucune valeur ajoutée. C'est dommage d'avoir un bureau d'études qui fait finalement principalement ça. Donc, il faut vraiment, pareil, avec beaucoup d'humilité, commencer par dire, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on fait comme ça? Et est-ce qu'il y a cette étape-là est franchement obligatoire? Alors, bien sûr, on ne va pas tout automatiser d'un coup, et s'il faut un regard humain, on va le garder. Mais Tu parles, excuse-moi de te couper, tu parles beaucoup du bureau d'études, mais ma question c'est est-ce que de manière plus globale, qu'est-ce qui peut être vraiment automatisé du client à la prod? C'est quoi exactement qui peut être rentré dans ce périmètre-là? le premier élément, de toute façon, c'est la partie chiffrage. Puisqu'on a des indicateurs, on met aussi des parties chiffrage. Moi, c'était la demande de cet après-midi. Encore, à chaque fois, on fait avec un fichier Excel. Alors, mon logiciel, c'est un fichier Excel. Alors, un fichier Excel, c'est pas un logiciel, hein, et on retape tout et on refait un copier-coller d'éléments avec le fichier Excel. Euh, Dans ma définition, il y a un fichier Excel paramétrique, si je veux. C'est-à-dire que la pièce définit, je ne sais pas, une surface ou un linéaire qui a un prix, et ce prix donne directement un chiffrage. Cette étape d'automatisation, c'est la première, et là, c'est presque, bon, d'ailleurs, c'est la partie la plus rigolote, en fait, hein. On n'est pas en train de parler de forme, de contraintes millimétriques, on est juste en train de parler de chiffres et d'avoir une cote mal taillée. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de cote mal taillée. On veut directement la fin, on veut la cathédrale, un peu ce principe-là, on veut directement la cathédrale sans s'autoriser à passer par un petit intermédiaire, une petite cote mal taillée, sauf que la cote mal taillée, on l'a en 10 secondes à la fin, le chiffrage. Et l'autre, il faut, je sais pas, 3-4 heures de chiffrage, des fois, pour un objet un peu compliqué. Ça permet de faire ces petites cotes mal taillées progressivement, mais qui finissent par être très très justes, hein. Au moins qui développent par exemple des abacs de connaissances, par exemple pour le chiffrage, ou qui finissent par créer des pièces directes jusqu'à la fin donc, automatiser directement. La plus grande automatisation, c'est le client qui, sur un site internet, envoie toutes les informations qui vont ensuite parler directement à la machine. Le client envoie une commande, ça tombe directement dans un dossier à côté de la machine ou directement dans le dossier, j'allais dire l'Antex, c'est-à-dire un dossier de production d'une machine. Voilà. Quand c'est pas directement du G-code, ça c'est déjà arrivé. Intéressant. Et pour toi, Ilona, quels sont Oui, voilà, qu'est-ce qui est automatisable? on peut automatiser vachement de choses, mais même dès l'étude de faisabilité, on peut automatiser tout ce qui est analyse des PLU, des contraintes. On peut automatiser la génération de volumétrie, de forme et d'implantation. Par exemple, sur les études de faisabilité, on peut transposer des règles qui viennent de l'expérience. Par exemple, sous forme algorithmique. Par exemple, si j'ai un projet de logement collectif et que je veux faire des appartements traversants, de mon expérience, je sais que je vais travailler sur des épaisseurs de temps de mètres
pour le bâtiment. Je sais que quand je vais travailler sur ma trame porteuse, je vais me caler sur les places de parking, hein, c'est encore souvent le cas. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais par expérience, quand on fait des études de faisabilité, on a besoin de certaines règles pour définir des formes qui vont vite. Donc, en fait, j'ai tout un tas de règles par l'expérience que je peux formaliser et pour automatiser la génération derrière. On peut automatiser tout ce qui est évaluation, les calculs environnementaux, l'ensoleillement, lumière naturelle, les vues, des ACV simplifiés. On peut automatiser tout ce qui découle de la géométrie. Donc, comme tu l'avais mentionné, tout ce qui est chiffrage, les métriques, les quantités. Et on peut aussi automatiser la génération des fichiers de fabrication pour machines CNC, notamment à partir, c'est aussi vrai dans le milieu du bâtiment, dans le milieu industriel, même dans le milieu du design, hein. J'ai un élément de mobilier, un bureau qui est configurable. Pour toutes les variantes générées, je peux automatiser la sortie des DXF qui vont me servir à ma fraiseuse numérique derrière, avec les bons calques qui vont bien en fonction du parcours outil, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. On le fait pas encore, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est jamais un bouton magique sur lequel on appuie et hop, il y a tout qui sort. Notamment, c'est vrai dans le cas dans le milieu de l'architecture, hein. Si on peut automatiser tout ça, il y a quand même une partie, tout ce qui est lié à la stratégie de conception, qui doit être travaillée sur mesure en fonction du concept de l'architecte. Ouais, On n'est pas là, c'était un peu aussi pour ma question, remplacer c'est vous avez beaucoup l'architecte, abordé quoi. ce qui marche, mais du coup, qu'est-ce qui marche pas? C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a une partie qu'on va devoir faire pour chaque projet, parce que chaque projet est unique. Alors, je parle pas du tout du milieu industriel, hein, là encore une fois, je parle d'un projet architectural ou d'un projet de quartier. On n'est pas là pour faire forcément des bâtiments standards, c'est pas l'objectif. Donc, à chaque fois, on va essayer de transposer ce concept architectural en un script qui va permettre de générer plusieurs variantes, mais toujours en adéquation avec cette espèce de cahier des charges. Bon, c'est un peu trop rationnel de parler de cahier des charges en architecture, mais c'est un peu l'idée derrière, de prendre en compte aussi ce qui va être, ce qui va faire que c'est un projet architectural derrière, quoi. D'accord, bah, c'est intéressant. Du coup, quelles sont les limites aujourd'hui du design computationnel? Euh, Moi, je dirais que c'est un peu le manque de connaissances sur le sujet qui fait qu'on l'utilise pas autant qu'on devrait l'utiliser. Je suis pas sûre qu'il y ait des limites. Je pense que les limites sont celles qu'on veut bien lui donner parce qu'on l'utilise pas assez et qu'il n'y a pas assez de projets démonstrateurs qui démontrent l'intérêt d'utiliser le design computationnel. Je te Oui, laisse répondre oui, en aussi, fait, mais il y a un défaut de croyance. En fait, on n'y croit pas trop. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut créer des petites démonstrations légères, mais peut-être qu'il y a une forme de suffisance, peut-être qu'il y a une forme alors, de toute façon, on manque de pédagogie. En fait, on est là pour ça ce soir, hein. On explique que c'est pas une méthode globale on va pas tout renverser d'un coup. On n'est pas magicien, on fait pas disparaître des éléphants. On va commencer par faire disparaître des petites choses, des petits éléments progressivement. Et peut-être même qu'à la fin, on n'arrivera pas à faire disparaître l'éléphant, mais on va par contre faire beaucoup de choses avant ça. Et il ne restera pas grand-chose à la fin de cet éléphant, mais on va faire pas à pas des petites solutions très, très sur mesure, très ciblées, qui font vraiment gagner beaucoup de temps. Et quand je dis qu'ils feront gagner beaucoup de temps, c'est donc moi j'ai des rapports calculés, donc des gains de l'ordre de 5 à 10 000 fois plus rapides. Je veux bien me planter plein de fois avant ça, mais qu'on me donne une solution autrement que refaire les choses tous les jours, qui soit simplement 2, 3 fois plus rapide. Mais simplement 2, 3 fois plus rapide, je trouve que ce serait énorme si on arrivait à avoir une industrie qui est 2, 3 fois plus rapide. Mais dans les 5000, je veux bien me planter 1000 fois, parce que ça voudra dire qu'on sera 5 fois plus rapide. Il y a plein de petits leviers très simples sur lesquels agir, mais il faut se poser, il faut avoir l'honnêteté de se poser la question. Et puis ensuite, cette forme d'humilité, de se dire, OK, oui, c'est vrai qu'on a toujours fait comme ça, mais on peut peut-être essayer.
On peut jouer. Et je pense, enfin, tu seras peut-être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a aussi une peur de l'automatisation. Oui, c'est Mais l'humain, il faut c'est l'humain, automatiser, c'est ça. c'est pas remplacer l'humain, c'est lui rendre du temps de cerveau. Ouais. Oui, Est-ce que c'est évolutif? Est-ce que si, par exemple, il y a on a fait un système global, donc qui répond aux éléments, moi, sur un casier, je vais rajouter, par exemple, des trous pour faire un porte-étiquette, c'est ce qu'on n'a jamais fait. Heu, c'est facilement oui, c'est parce que pas une tout. option parce qu'on on va si par exemple, je vous dis toutes les caractéristiques, des casiers, je vous mets toutes les options qui sont possibles dessus, avec leurs dimensions. Si par exemple on veut créer une nouvelle option, Oui, c'est facilement paramétrable après derrière ou par oui, oui, par nom oui. ou par vous? Alors, bah, les 2, parce que des fois, en fait, moi, je finis mon intervention par une formation. Il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui se dit, ouais, c'est quand même bien sympa. Je pense que je pourrais faire ça et cette petite option, je pourrais commencer par là. Mais sinon, oui, l'évolution, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, donc, je dessine des toboggans sur des montagnes et je n'arrête pas de faire évoluer ma définition. Je n'arrête pas de l'améliorer. Je pose vraiment des questions aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Aujourd'hui, avant, je me concentrais sur les normes. Aujourd'hui, je me concentre sur l'expérience de l'utilisateur, des randonnées qui vont permettre de prendre les toboggans. C'est une approche complètement différente, mais qui est très, très, très intéressante. Le gain de temps qu'on avait, on l'utilise pour ça, pour se poser de meilleures questions et pour imaginer une nouvelle gamme. On n'avait pas pensé ça. En 2012, la première fois que j'ai fait en 3 jours, j'ai gagné 6 mois. Puis j'ai dit, bon, ben, on a déjà l'innovation qu'on pensait jamais faire dans 6 mois. Donc maintenant, on fait quoi? Maintenant, ben, on va améliorer tout ça. Et c'était seulement en 3 jours. Bon, c'était une petite intervention, mais le temps de production, c'était des moules céramiques, mais le temps de production devenait hyper, hyper important. On a un gain vraiment à mettre à profit. Et le temps de cette évolution-là, c'est rien, rien du tout par rapport à ce qu'on va faire. Et normalement, c'est poser les bonnes questions pour les amener, ces évolutions possibles. En Les plus, principes de c'est refactorisation. hyper, pardon, c'est hyper flexible parce qu'on est aussi en mesure de créer des interfaces simplifiées pour pas que vous ayez à rentrer dans des C'est ça. scripts qui peuvent faire peur au premier abord. Oui, les scripts peuvent faire peur, mais ouais, on donne une interface qui est très, très, très simple. Bon, si on veut rajouter vraiment une option complexe, il faudra bien rentrer dans le moteur. Mais comme je dis, il y a toujours dans l'équipe quelqu'un qui adore voir ce petit moteur et puis commencer à faire ça. C'est d'ailleurs dans un bureau d'études, il y a toujours quelqu'un qui devient l'interlocuteur principal et qui fait évoluer les questions, qui voit bien comment lui travaille de base avec l'outil classique, donc SolidWorks ou d'autres, et puis qui voit bien l'intérêt qu'il y a quand même des micro-réponses qui vont être très très pertinentes dans le fait d'utiliser cet outil. C'est le mariage de ces outils-là qui est bien. Et c'est parce qu'on a aussi un outil qui est une sorte de méta-outil qui peut emprunter en import ou en export et puis qui peut vraiment faire des interfaces très, très, très utiles. Donc moi j'entends qu'il D'accord. reste une limite. La première c'est l'humain. Ça c'est une Hum. des premières limites. Et puis la deuxième, c'est aussi toute la partie prod. Quand les machines outils elles doivent tourner, elles mettront toujours autant de temps pour la même pièce. Mais à part ça, on va dire que ce sont les seules limites, hein. C'est bien ça? C'est à peu près ça pour la machine. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à. Enfin, ça peut être une question à aborder après. Ça peut être une nouvelle question Une nouvelle question, comment on dans fait le pour temps qu'on accélérer dégage. les machines elles-mêmes? Non, Euh, on ne pourra pas le faire, mais on peut peut-être leur donner des fichiers un petit peu meilleurs à exécuter un peu mieux et se concentrer là-dessus. Ça peut moi être aussi un gain important. j'ai une question que je vais adresser d'abord à Sébastien. Au vu de tout ce qui s'est dit, est-ce que très concrètement, aujourd'hui, une entreprise industrielle, hein, ou du bâtiment peut encore rester compétitive si elle ne passe pas au paramétrique, au génératif, à l'automatisation de sa logique métier? Alors, vu moi, mes petits éléments, pour l'instant, ça m'intéresse, moi, personnellement, mais sur l'entreprise, actuellement, ça va pas, c'est dans le court terme, ça va pas nous gêner. Après, j'ai visité beaucoup d'entreprises
qui ont des dimensions au niveau, comment on appelle ça? Hem, des gros réservoirs ou, enfin, des dimensions des produits où là, on commence vraiment à chiffrer et je pense que le fait de générer, de savoir le coût, matière et compagnie qui peut en générer, ça peut vraiment améliorer. Moi, je suis intéressé par ce genre de choses un peu geek, mais aussi, voir l'intérêt de mon temps. Parce qu'effectivement, je passe beaucoup de temps, ne serait-ce que cet après-midi, pour refaire un casier qui n'existait pas et qui m'a pris, bien 3 heures. Donc du coup, oui, ça m'intéresserait. Après, on n'est pas une grosse entreprise. Je pense qu'on va il y a du monde qui devrait partir par là. Je vous cache pas que quand j'entends ça, effectivement, j'ai vu beaucoup de bureaux d'études tourner, durant 20 ans, les voir jour après jour et passer énormément de temps à concevoir des choses, et ce que vous dites, ça a l'air vraiment très intéressant. Ça serait à voir, ça serait des choses à voir, effectivement. On parle aussi de jouer sur la compétitivité des entreprises en proposant davantage de sur-mesure, s'adresser peut-être aussi à des clientèles, une clientèle plus large. C'est bien ça, hein, Olivier, hein. Oui, ce que je disais, on arrive à définir assez vite notamment dans les populations d'objets qu'on crée, on arrive à voir à définir le standard, ce qui doit rester le standard, ce qui est du hors standard. Alors, ce que moi j'appelle le hors standard, c'est dans les paramètres que nous on met en entrée. C'est un paramètre, on a juste bloqué le curseur à 80, mais de toute façon, on peut le mettre à 100. C'est pas grave. On a jugé que la production n'en souffrait pas trop. C'est juste que c'est un peu l'intuition, puis c'est un peu les habitudes qui ont fait qu'on a bloqué ce curseur-là comme ça. Et puis après, il y a le vrai sur-mesure. En gros, c'est ce que je n'arrive même pas à faire avec mon fichier pour l'instant, tout simplement parce que les questions qu'on s'est posées ne permettent pas de le faire. Alors peut-être que si on améliore en continu la définition de ce qui permet de produire des objets, on découvre peut-être une nouvelle gamme d'objets qu'on n'avait pas imaginé. Et puisqu'on a un historique instantané de ce qu'on peut produire, on peut arrêter de se dire je pense que les clients vont choisir ça. On peut aussi juger que pour la production et pour beaucoup de choses, et puis après il y a donc l'option toujours de mettre des configurateurs en ligne, c'est une autre option, ouais, que je peux faire par ailleurs, mais c'est peut-être confier le choix de la gamme à l'utilisateur final et se rendre compte que finalement le best-seller, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé. Tiens, les gens achètent surtout ça. Alors c'est sûr, si je mets plusieurs jours, plusieurs années, je n'ai pas la possibilité statistique de regarder ce qui se vend le plus. Je suis même pas peut-être capable de savoir qu'il y a 2 ans, j'ai produit ce que je vais passer l'après-midi à redessiner. Peut-être que je ne le sais pas. Peut-être qu'en fait, il y a une perte de temps, mais surtout, il y a peut-être effectivement une perte d'opportunité sur la gamme. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à dessiner, qui est peut-être très très simple, mais est-ce qu'on n'a pas pris le temps de regarder? Donc, il y a effectivement une nouvelle clientèle qui peut arriver de là. Mais après, il y a pas les outils de production aussi qu'on a derrière, qui peuvent nous, «bloquer» entre guillemets sur, Oui, mais ça commencera juste à être comme on dit, un problème de riche. Bon, c'est pas grave, on prend une laser qui fera 4 mètres par 3, c'est pas grave. Et ça non, change mais rien pas du tout ça. dans la Moi, par construction. exemple, j'ai des éléments qui sont soudés, j'ai des gabarits de soudure. Donc du coup, heu, on a beaucoup de gabarits parce on fait différentes tailles de portes. Mais par exemple, si on rajoute une porte là ou si on fait donc le standard, en fait, on a les gabarits, le sur-mesure, entre guillemets, on n'a pas le gabarit. Je partirais c'est des choses qui sont un peu comme ça. Après oui, on peut fabriquer un nouveau gabarit, mais on peut pas, faire tous les gabarits par millimètre, ce que je veux dire. C'est pas le but, ouais. Non, c'est pas le but. Justement, ça fait partie des choses qui sont pas souhaitables. Mais par contre, dans tout ce qui est modulaire, est-ce qu'on peut les adapter autrement ou est-ce qu'on peut les penser? Est-ce qu'on peut penser les gabarits autrement? Est-ce qu'on peut adapter ces gabarits autrement? Ça c'est vraiment un temps d'étude qu'on peut s'accorder après, une fois qu'on n'a plus la tête dans le guidon. Ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Repenser le modulaire.
Et là, il y a vraiment des principes, donc, comme je redisais, des principes d'inversion qui sont très, très intéressants. On repense, tiens, oui, c'est vrai que là, on est bloqué par ce module-là, par ce gabarit-là, certes, mais il y a peut-être d'autres choses. Et puis ensuite, il y a d'autres machines qui permettent peut-être de repenser les choses. Oui, oui, mais c'est clair que dans un premier temps, si on gagne du temps de ce côté-là, si moi je gagne du temps à pas passer devant l'ordinateur et trouver des solutions pour améliorer les C'est conditions. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. On repense aussi d'autres façons peut-être de souder ou et on repense vraiment même des façons d'agencer les pièces entre elles. Ça, c'est un temps qui peut être complètement libéré. C'est très, très intéressant de le repenser comme ça d'ailleurs. Et on a vraiment tout le temps de penser, même que ce soit presque une perte de temps à le faire. Mais ça, c'est de la vraie recherche. Se dire, OK, bon, ça marche pas. D'accord, on a testé, on a fait des protos et on a testé, ça marche pas. Oui, mais n'empêche qu'avant, on n'avait pas le temps. On va arriver tranquillement vers la fin de cette table ronde. On va passer un peu à la phase conclusion. Euh, donc la conclusion, ben, ce que je vous propose, c'est que chacun prenne un peu la parole, si ça vous va. Le sujet, hein, c'était le design computationnel. Quel impact sur le métier, sur les entreprises? Je vais être galant et je vais laisser la main à Ilona pour conclure. Ouais, bah, bon, alors, pour faire une petite conclusion, je vais un peu rebondir sur ce dont tu parlais la dernière fois, enfin, sur la dernière question sur la compétitivité, puisque c'est un peu aussi l'objet de pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait intégrer cette compétence au sein de ses équipes, ou alors pourquoi est-ce qu'elle devrait passer par un bureau d'études qui est spécialisé là-dedans. Pour moi, une entreprise, elle peut continuer à travailler sans paramétrique, bien sûr, sans automatisation, on peut survivre. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on ne va pas forcément rester compétitif très longtemps. Aujourd'hui, on est face à 4 réalités un petit peu. Il y a les coûts et les délais qui se resserrent. Il y a la complexité réglementaire et environnementale également qui explose. Il y a la transition écologique, la transition numérique. Transition écologique d'ailleurs qui impose une optimisation permanente. On est toujours dans la recherche de performance. Donc on a tout un tas de contraintes et de complexificités qui arrivent. Et un acteur qui va automatiser sa logique métier derrière, il va produire plus vite, il va coûter moins cher, il va faire moins d'erreurs, il va être plus performant et répondre à plus de scénarios. Donc, c'est aussi l'idée d'élargir sa gamme et trouver de nouveaux clients. Donc, sur des enfin, sur son marché, il va être plus compétitif. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut y aller? Ou est-ce qu'il faut y aller vers le computational design? J'ai envie de répondre. La question, c'est plutôt combien de temps on peut se permettre d'attendre avant d'y aller, avant que ça devienne un handicap sérieux. Donc, pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas forcément en avoir peur. L'idée, c'est pas de se dire on va révolutionner tout d'un coup, mais étape par étape, petit à petit, on va commencer par un petit script, un outil, une étude pilote, un projet démonstrateur, et c'est comme ça qu'on va devenir vraiment compétitif. Oui, moi je dirais sur l'impact possible. L'impact de toute façon, c'est un gain. Alors bien sûr, je vais pas dire résumer les choses à un gain financier, mais il y a un gain énergétique. En fait, on supprime des pertes énergétiques et d'abord une énergie humaine qui est fantastique. En fait, on se base sur une énergie, mais Alors, on la fatigue, on on l'épuise. parle bien de compétitivité, hein. Je Oui, pense qu'Ilona a bien introduit ça. Moi, je pense l'arrivée massive aujourd'hui du marché chinois en France, qui est capable de produire pour beaucoup moins cher, beaucoup plus rapidement et sur mesure. Donc voilà, j'ai envie de vous challenger un peu sur ce sujet. Pour conclure, il nous reste 7 minutes exactement. le vrai gain, déjà, bah, c'est de se mesurer à ce marché-là, effectivement, qui est incroyable. Alors, bien sûr, on ne pourra pas faire l'abstraction de l'intelligence artificielle en se disant que de toute façon, on pourrait croire que l'intelligence artificielle va même faire le remplacement du designer computationnel, mais on n'aura pas de réponse, on n'aura même pas de questions à poser à l'intelligence artificielle si on n'a pas repensé sa gamme et savoir comment numériquement on peut la recréer. Le sur-mesure, c'est déjà connaître ce qui est vraiment le sur-mesure d'une entreprise. C'est
commencer par se poser les questions dans le fait de remettre à plat toute la production, se reposer les questions, c'est éventuellement se donner la possibilité ensuite d'y intégrer l'IA et d'autres et de devenir compétitif. Mais la vraie différence, bah, c'est justement ce choix du sur-mesure, ce choix d'une forme de qualité, mais sans forcément être sur des coûts incroyables, sans forcément que le sur-mesure devienne un luxe qui est inaccessible. Non, non, c'est arriver à le remettre dans un flux de production franco-français ou au moins européen, mais qui soit toujours tenable et avec une qualité qu'on reconnaît jusque-là, une entreprise qui fait ça, qui savait faire ça, mais qui va essayer de le faire un peu mieux. Très bien. Sébastien, avant que je fasse une petite conclusion, est-ce que tu veux prendre la main, toi aussi? Moi, ça m'emballe. Je vous cache pas, ça m'emballe. C'est des choses qui sont, je pense, qui pourraient être bien pour ma société et je pense pour d'autres, au vu de ce que je connais. Donc, c'est franchement gagner du temps sur ne serait-ce que le bureau d'études, heu, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'emballe fortement. Voilà. Moi, je suis curieuse, du coup, j'en profite une petite minute. Qu'est-ce qui vous bloquerait, vous, à faire appel à un computational designer dès demain, par exemple? Moi, rien. Ouais. Mais il y a quelqu'un là au-dessus qui, à qui j'ai déjà soumis l'idée, je vous cache pas mais voilà, c'est pas moi qui, comme comme je le dis toujours, enfin, moi je fais toute la partie atelier, BE et atelier et je parle pas d'argent. Avec moi, on parle pas d'argent, on parle de solutions techniques. C'est ça que j'apporte à la société. Donc c'est vrai que mon binôme, parle plutôt argent et donc là, c'est là où ça commence. Mais on est en discussion. Voilà. Merci à tous les trois pour vos éclairages et la sincérité de vos échanges. Alors aujourd'hui, on a vu que le design computationnel, c'est pas qu'une histoire de code, hein. C'est un vrai levier pour repenser la manière dont une entreprise conçoit, chiffre, produit, même transmet son savoir-faire. Chaque organisation, en fait, ici pourra se reconnaître dans au moins une des problématiques qu'on a abordées ce soir. On a parlé de répétition, on a parlé de variations impossibles à suivre, on a parlé de goulot d'étanglement, on n'a pas beaucoup parlé de perte de marge, mais ils sont carrément induits, de manque de temps par contre, pour améliorer ces méthodes. Voilà. Donc cette table ronde n'avait pas bu forcément de convaincre, mais surtout d'ouvrir une réflexion. Voilà. À quel moment une entreprise décide-t-elle de sortir du mode survie pour investir dans une logique plus efficace? Voilà, donc merci encore à nos trois intervenants et merci à vous qui nous écoutez. Tout est dans la description pour contacter Olivier, Ilona et Sébastien. Voilà, je vous remercie, au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.